Michel Serres, une première, c'est ça? Je suis bon, hein? Pour une raison très simple, et ça qui est très sérieuse, c'est que j'enseigne depuis maintenant une quarantaine d'années, et depuis 40 ans, j'ai assisté à la victoire des femmes. Pourquoi? Parce que les meilleurs de mes étudiants étaient presque toujours des étudiantes, elles sont plus professionnelles, plus attentives, plus travailleuses. Pourquoi? Parce qu'arrivées sur le marché du travail, elles ont plus à montrer. Parce que comme la société est encore très machiste, les femmes évidemment ont besoin de faire voir un peu plus de profession et elles le font voir. Mais ce n'est pas un jugement subjectif, personnel qui m'appartient, c'est simplement dans les statistiques, on le voit très bien, si vous regardez les statistiques de réussite aux examens ou aux concours, vous apercevez que les femmes gagnent entre 10 et 12%. Oui, le dessin, c'est le Michel-Ange, et le Michel-Ange de la Sixtine, ça tombe bien aujourd'hui, le Michel-Ange montre la création du monde. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce dessin, c'est que, d'une certaine manière, il y a un nouveau monde qui apparaît, et que ce nouveau monde-là est quand même dominé par le codage. Alors, on a pris deux mains, comme dans le cas de Michel-Ange, et on les a entièrement codées. Ça veut faire voir que le nouveau monde est soumis, voilà, au numérique en général. Il est vrai que si on regarde l'ordinateur, c'est une machine qui a une solution originale dans le couple support-message. Ce couple support-message a été transformé 3 fois. La première fois, c'est que nous étions en premier millénaire avant Jésus-Christ, nous étions au stade, disons, oral, il n'y avait que le langage, le support c'était le corps et le message c'était la voix. Et tout d'un coup, arrivée de l'écriture, le support se déplace du corps sur le papier et le message se passe du langage à l'écriture. Et donc là, il y a une révolution gigantesque qui est l'arrivée de l'écriture. Et cette révolution, c'est un changement considérable, le droit, la politique, le commerce, avec l'invention de la monnaie, la science, l'invention de la géométrie, et puis finalement les prophètes écrivains d'Israël, l'écriture sainte. Deuxième révolution, c'est l'invention de l'imprimerie, 1500, 1600, disons la Renaissance. Aujourd'hui, c'est l'arrivée des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'informatique, et du coup, on regarde les crises que nous sommes en train de vivre, elles sont juridiques, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont à peu près le même spectre scientifique et religieux. Vous voyez, ce qui est en crise aujourd'hui, c'est en gros les mêmes crises que nous avons connues 2 fois au moment de l'invention de l'écriture et au moment de l'invention de l'imprimerie. Ah, vous savez, quand arrivent des petites poussettes, elles lèvent derrière elles une sorte de moisson de grands-papas ronchons. Voilà. Il y a beaucoup de grands-papas ronchons qui regardent Petite Poussette avec un mauvais œil, oui, en disant c'était mieux avant, vous savez. Oui, mais c'était mieux avant, et je leur réponds en général, c'est vrai, c'était mieux avant, on n'était gouverné que par des braves gens. Staline, Lénine, Pol Pot, Mao Tse-tung, Franco, oui. Et c'était beaucoup mieux avant, il y a eu 150 millions de morts, oui, au XXe siècle. Vraiment, c'était mieux avant, voilà. Oui, ça pose un problème pour une raison très simple, c'est que lorsque je rentre dans mon amphi et que je fais cours sur un sujet donné, je me pose la question de savoir quelle est la probabilité pour laquelle une fraction de mes étudiants ont déjà tapé la veille sur Wikipédia le sujet de mon cours. Par conséquent, un certain nombre de mes étudiants, déjà surtout aux États-Unis, viennent me voir et me disent « Mais pourquoi, monsieur Serres, paie-t-on si cher pour obtenir de l'information qu'on a déjà chez soi depuis des années ?» Vous voyez, ça pose un véritable problème. L'enseignant, à ce moment-là, est obligé de s'adapter à ces nouvelles situations. Et il s'adapte de la façon suivante, il sait ce qu'il y a comme information sur Wikipédia et il suppose
C'est ce que j'appelle la présomption de compétence. Il ne suppose plus que les étudiants sont incompétents, mais il suppose en effet qu'ils ont eu accès à cette information, et le cours doit tenir compte précisément du fait que les étudiants ont déjà eu accès. Et par conséquent, la nature du cours est en train de changer, tout simplement. C'est-à-dire que toute cette révolution fait une sorte de pivot, de bascule de civilisation, de culture, de relations humaines, etc., et qui nous fait penser que les institutions sous lesquelles nous vivons aujourd'hui ont été inventées à une période où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Donc il y a une sorte d'obsolescence de l'ancien monde et de l'arrivée d'un nouveau monde. Alors évidemment, c'est vrai que tout est réinventé d'une certaine manière, il n'y a pas de doute. Oui. On pense en effet aujourd'hui que la pratique sur l'écran ne concerne pas tout à fait les mêmes neurones que les neurones qui étaient concernés lors de la lecture autrement. Et ça, on en a des démonstrations très fortes. Par exemple, puisque M. Dehaene de l'Académie des sciences a fait un livre où il a découvert les neurones de la lecture, il se pose à la fin du livre une question très intéressante. À quoi servaient ces neurones avant qu'on invente l'écriture? Alors je crois simplement qu'il y a des déplacements d'exercice des neurones à ce sujet. Ce n'est pas la première fois que la tête change. La preuve, c'est que avant l'imprimerie, celui qui était historien, disons, inventons, quelqu'un qui était historien, il était bien obligé de savoir par cœur Tite Live, Tacite, les historiens latins, les historiens grecs, Thucydide, Hérodote, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accès aux manuscrits, bien entendu. Ou alors il fallait qu'il soit à Alexandrie ou à Rome, où il avait accès. Bon, on n'était pas toujours à Alexandrie. Bon. Et par conséquent, il les savait par cœur. Mais au moment où l'imprimerie arrive, à ce moment-là, le père Michel de Montaigne, dans sa tour du côté de Bordeaux, dans ce qu'il appelait la librairie, il a des livres qui s'appellent Tite Live, etc. Et par conséquent, il n'a plus besoin de savoir par cœur. Et par conséquent, il dit « je préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Et que ça veut dire que la tête est bien pleine avant, elle n'a plus besoin d'être bien pleine. Et par conséquent, au moment de l'imprimerie, ce qui change, c'est la tête. Eh bien, ce qui change aujourd'hui, c'est la tête. Je crois, et je le raconte dans le livre précisément, à propos du supplice de Saint-Denis à qui on a coupé la tête, oui, que l'ordinateur qui est devant nous, si vous voulez, a une mémoire colossale, des millions d'images, et puis avec des logiciels raffinés, des possibilités opératoires de résoudre des problèmes, donc mémoire, imagination, raison. Mais moi, quand j'étais jeune, dans les traités de philosophie, il y avait marqué que la connaissance humaine était partagée en 3 facultés, la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison, que nous avions dans le cerveau, dans la tête, etc. Et maintenant, elle est devant nous. Et donc là, il y a une sorte d'objectivation, d'externalisation de nos facultés. Il y a 2 sortes de questions négatives qui me sont posées. Premièrement, des questions où il est facile de répondre parce que la personne n'est pas compétente et n'a jamais vu des nouvelles technologies. Et puis des questions de risque, d'étonnement, de danger, de soupçon, etc. Et là, on voit qu'il y a précisément chez ceux qui sont de l'autre côté de la lèvre de la crevasse, une sorte d'inquiétude en se disant « je ne suis pas tout à fait habitué à ce monde-là, comment pourrais-je m'y habituer ?» Et c'est là que le livre intervient. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le nombre de mères de famille ou de pères de famille qui me disent « merci, je comprends mieux mes enfants », le nombre de professeurs qui me disent « merci, je comprends mieux mes gosses », même des instituts, si vous voulez, et le nombre de DRH maintenant qui me disent « je comprends mieux la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail quand je fais un entretien d'embauche », c'est considérable. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce livre est un accompagnateur de ces gens-là dont vous parlez. Vous voyez, des livres, en effet, ils sont un peu inquiets, et grâce à ce livre-là, ils ont une petite ouverture sur la nouveauté. Voilà.
Tout ce que je sais en effet, c'est que cet accès à l'information donne à Petite Poucette une sorte de devise. Et elle m'a fait découvrir le sens du mot « maintenant ». Et maintenant, tenant en main quoi? Elle tient en main les lieux par le GPS, l'information par Wikipédia, et puis n'importe qui en appelant au téléphone. Vous voyez, le théorème du petit monde des mathématiciens. Et du coup, elle tient en main un nouveau temps, un nouvel espace, un nouvel accès à l'information, un nouveau monde. Maintenant, tenant en main le monde. Oui. Et or, si vous posez la question à quelqu'un, qui, avant elle, pouvait dire maintenant, tenant en main le monde, vous allez trouver peut-être Auguste, l'empereur de Rome, Louis XIV, etc., des gens très rares. Aujourd'hui, des petites poussettes qui peuvent dire ça, elles sont 3,750 milliards dans le monde. Et ça, c'est quand même la promesse de quelque chose de nouveau du point de vue des relations politiques, des institutions, etc. Que justement, tant de gens puissent dire quelque chose que même les plus puissants ne pouvaient pas dire. Ouais, ça, c'est la nouveauté. Alors, les anciens médias, la télévision, par exemple, je voudrais mimer celui qui regarde la télévision. Il regarde la télévision. Hein? Il regarde la télévision. Il est devant son ordinateur. Quand vous êtes en voiture, il y a la position passager et la position conducteur. C'est-à-dire la position passive et la position active. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les anciens médias et les nouveaux médias. D'un côté, une position passive, et on s'endort. On peut même devenir relativement stupide dans cette position-là. Quand vous êtes en position active, vous avez une chance de devenir intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a même un chiffre qui m'a fait beaucoup amuser. Les femmes aujourd'hui en France ont 84,8 années d'espérance de vie, c'est 85 pratiquement. Et on a essayé de diviser ce chiffre-là pour montrer combien on gagnait par jour. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. 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 C'est extraordinaire.